Être né de père et de mère congolais avant de prétendre à briguer la magistrature suprême, cette proposition mérite-t-elle d'être examinée au niveau du Parlement ? Évaluation de l'état de siège, l'option militaire est-elle la seule à même de résoudre la problématique de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo ? Le débat au féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, Anne-Marie Makombo, présidente interfédérale de la LIDEC. Un seul message des gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri aux citoyens congolais: quittez les groupes armés, l'offensive des FARDC sera impitoyable. Les réfractaires seront traqués avec leurs complices jusqu'à leur dernier retranchement. C'est ce qu'on peut lire dans un des tweets publié récemment par le ministère de la Communication et Médias. Madame, messieurs, vous l'avez compris, on parlera de l'état de siège, mais aussi des propos controversés tenus récemment également par le président rwandais Paul Kagame. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission magazine hebdomadaire, le débat au féminin, qui reçoit Madame Anne-Marie Makombo. Bonsoir, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes présidente interfédérale de la Ligue des démocrates congolais, oui. LIDEC. LIDEC, exactement. Un parti que vous avez confondé avec votre sœur, Angèle Makombo. Oui, nous étions à plusieurs, entre autres avec Maître Mbele aussi. Donc, nous avons créé ce parti et nous avons estimé que c'est Angèle Makombo qui prendrait la présidence du parti. Et nous pensons toujours qu'elle est bien outillée pour ça, pour diriger un parti politique. C'est facile de laisser sa jeune sœur, prendre le lead ? Oui, je n'ai vu aucun inconvénient parce que j'admire beaucoup ma sœur. C'est une femme très intelligente, une femme solide, qui a eu un parcours vraiment très éloquent. Et non, j'étais très fière et rassurée qu'elle puisse diriger ce parti. De l'autre côté, certains diront c'est un parti familial. Non, justement, c'est on pas... On voit la grande et la petite sœur être un peu dans la manette. Oui, la grande et la petite sœur sont là-dedans, mais ça n'empêche pas que les autres sont aussi dedans, comme je vous ai dit, et nous avons créé ça avec d'autres membres qui n'ont rien à voir avec la famille. Par exemple, Maître Mbele, c'est quelqu'un du Bas-Congo. Il est avec nous et d'ailleurs, c'est lui qui avait eu l'idée avant. Il disait, mais pourquoi pas, on ferait pas une chose pareille. Et quand il avait vu effectivement ma sœur qui était venue en vacances, il était vraiment émerveillé par Angèle Makombo, ses propos, tout ça. Et c'est comme ça que il m'a dit, moi j'ai dit, mais tiens, c'est vrai, pourquoi pas, parce que on se retrouve pas dans ce que nous sommes. On est tout le temps frustrés, on est tout le temps surpris des décisions qu'on est en train de prendre dans ce parti. On nous met à l'écart alors que nous sommes dans le bureau politique. Donc il est grand temps d'envisager quelque chose où nous allons nous sentir impliqués. L'un des premiers partis dirigés par une femme, Angèle Makombo, il n'y en avait pas trop avant quand même. Oui, il n'y en a pas trop, mais il y en a quand même. Maintenant, il y en a, on en compte du bout de doigt. Ouais. Qu'est-ce qui explique cela ? Certains justifient le fait qu'il y ait cette problématique récurrente de représentativité de la femme à cause justement de l'absence des partis politiques dirigés par des femmes. Oui, c'est pas facile de tenir un parti politique parce que vous voyez, être président d'un parti politique, les membres, malgré que dans nos statuts, nous avons le système des cotisations qu'il faut cotiser, les membres cotisent vraiment très timidement. Je serais injuste en disant qu'ils ne cotisent pas du tout, non. Ils cotisent quand même, parce que en général, c'est moi qui vais vers les membres pour les motiver, vraiment pour les secouer qu'il faut cotiser. On arrive quand même à voir quelque chose. Mais ils cotisent vraiment pas assez et tous les problèmes, je dirais, en dehors du parti, les problèmes familiales, les problèmes, problèmes familiaux plutôt, les problèmes
je sais pas moi, comment je pourrais dire, personnels. Tous ces problèmes-là, ils viennent vers la présidente. La présidente doit trouver des solutions à cela. Donc, mais c'est valable pour les hommes aussi. C'est valable pour les hommes. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas facile de créer un parti politique. Donc, les femmes n'étant pas souvent dans des postes de prise de décision, là où ils peuvent quand même se faire des petits moyens, tout ça pour pouvoir diriger, entretenir un parti politique. Et c'est comme ça que les femmes sont assez timides pour s'y lancer. Il y a cette raison-là. Et puis, il y a l'autre raison que nous, les femmes, en général, nous sommes assez timides, assez réservées pour se mettre devant de la scène, dire ce que nous pensons. Ah, j'en sais quelque chose. Quand il faut... Madame, je vous dis, quand il faut appeler une dame, venir participer à l'émission, je peux vous dire que c'est toujours pas évident. Oui, ce que nous oublions souvent, faire la politique, c'est savoir analyser tout ce qui se passe dans le monde et surtout dans son pays et avoir un point de vue dessus. Et en parler, oser. Et en parler, Vous avez été à Sand City, vous êtes de celles qui ont mené le combat. Rappelez-nous un peu, parce qu'avant cette émission, on a échangé, vous m'avez à moi relaté comment on est arrivé à inscrire l'article 14 à la Constitution qui consacre la parité. Comment ça se passait? C'était vraiment un combat. Hein. Au début, nous étions coachés par la communauté internationale, plus précisément les NDI, le National Democratic Institute, et ils nous ont coachés, ils nous ont encadrés, et nous avons pu réussir à obtenir que le principe de la parité sera mentionné dans l'exposé de motifs de notre Constitution. Et ayant obtenu cela, la communauté internationale a estimé que nous avons obtenu beaucoup, gros, et que nous devons arrêter le combat là. Les femmes ont estimé que ce n'était pas le cas. Nous devions aller encore plus loin. Ce principe-là doit être inscrit carrément dans la Constitution, dans le corps de la Constitution, et il doit avoir un article sur ce principe-là de la parité. Et c'est comme ça que la communauté internationale nous a lâchés. Et nous-mêmes, nous nous sommes réunis, nous nous sommes organisés. Nous, les femmes, nous avons fait des cotisations et nous avons fait du lobbying. Nous sommes allés voir les personnes concernées, les chefs de corps, pour qu'ils puissent influencer leurs députés à accepter de voter dans ce sens-là. Nous sommes allés voir nos collègues députés, celles qui étaient députées. Hein. Par exemple, moi, à cette époque-là, j'étais députée. Nous sommes allés voir nos collègues députés. Et l'astuce, c'était surtout, il fallait pas leur parler de leur femme, parce que... Carrément. Oui. Parce que la femme, bon, elle est un peu une concurrente, quoi. Et donc, nous leur parlons de leur fille, en leur disant, imaginez un peu votre fille, plus tard, avec tel diplôme en main, ne pouvant pas faire ceci, parce que elle est bloquée à cause des lois du pays. Et ça a tout de suite accroché, en fait. Ça a accroché. Tout de suite, ça a accroché. Mais non, mais c'est vrai, ce que vous dites là, vous avez raison. Honorable, vous avez raison. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les hommes, petit à petit, ont regagné notre combat. Étaient vraiment de notre côté. Et quand il y a eu maintenant le vote de cet article, nous étions en train d'examiner la Constitution. Nous sommes arrivés à l'article 14. J'avoue que on était là un peu tendus. Et il y avait beaucoup de femmes de la société civile qui étaient venues nous soutenir, qui étaient entrées dans le Parlement. Et nous avons gagné. Voilà. Il faut dire qu'il y avait à l'époque 50 femmes. Oui, il y avait à peine 50 femmes députées, donc 450 députés hommes. Donc ce sont les hommes qui ont voté cet article 14 de la Constitution. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ce sont les hommes qui ont voté cela, les hommes congolais. Donc, du coup, ce sont des hommes très genrés. Voilà. Très genrés. Bien qu'après, il y en a qui commençaient un peu à regretter. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Trop tard. C'est déjà passé. Anne-Marie Makombo est notre invitée dans le cadre de cette émission, le débat au féminin. Mais après, on a vu les victoires que vous avez enregistrées dans le combat sur le droit des femmes, vous et bien d'autres. Mais on a l'impression que
ce combat-là, l'actuelle génération est en train plutôt de bénéficier de résultats de vos combats et elle ne veut rien faire pour aller plus loin. Oui, bénéficie beaucoup des résultats de nos combats. Par exemple, là, le fait que nous ayons 27% des femmes dans l'exécutif, dont dans le gouvernement, prouve à suffisance qu'elles bénéficient de ce combat-là. Elles sont jeunes, hein, la plupart de femmes aussi qui ont été... Oui, elles bénéficient de ce combat-là. Et effectivement, il y avait une certaine léthargie, mais là, je vois que les femmes de plus en plus se réveillent, sont conscientes maintenant qu'il faut même... le fait d'avoir eu ces 27%, ça a boosté les femmes. Ils se disent, mais nous pouvons réellement avoir nos 50% qui sont inscrites dans la constitution de notre pays. Donc, nous sommes en train de monter des stratégies et mes stratégies, comme moi j'ai dit aux femmes, la plus grande stratégie consiste à se vendre. Et pour se vendre, ce sont les médias. Il faut que nous aimons de plus en plus les médias, que nous allions de plus en plus vers les médias. Et qui ne bouffent personne d'ailleurs. Oui, voilà, parce que quand les hommes les médias qui ne bouffent, vous revenez, vous sortirez tel que vous êtes venu, tout à fait, mais bien plus encore, donc rassurez-vous. Tout à fait, oui. Et donc nous disons aux femmes donc ce sont les médias qui feront que aucun homme ne pourra maintenant se mettre sur la place publique, dire dans son parti politique, dire mais où sont les femmes, nous n'avons pas assez de femmes, nous ne pouvons pas nous voulons bien placer les femmes, mais où sont les femmes, parce qu'elles seront connues du public, le fait de passer dans les médias. Donc, et là, on pourra aussi les jauger, voir leur background, leur capacité et cela. Donc, les femmes doivent se réveiller à ça. Les médias, c'est vraiment un outil que nous devons utiliser. Parce que c'est qu'on reproche aussi peut-être aux différentes nominations. Il y a eu ce bond-là, c'est boom avec 27%, mais certains ont du mal à retracer le parcours de certaines femmes. Tiens, elle vient d'où? Elle sort d'où? Elle est qui? Pourquoi? Juste parce que, voilà, les femmes, dans la plupart des cas, qui sont nommées, et certains estiment qu'elles sortent de nulle part. Oui, bon, à l'époque, c'est vrai, il y avait, quand je vois le temps par exemple, de Mobutu, pour que même un homme soit nommé, vous voyez quand même qu'il a suivi un certain parcours. Oui, vous voyez, il avait commencé par là, et il a fait ceci, et puis bon, voilà, maintenant, tiens, il est à ce niveau-là. Chez nous, effectivement, on a tendance, que ce soit les hommes aussi, hein, à presque parachuter les personnes, mais n'empêche que je dis que je m'adresse à vous, les hommes et femmes de la presse, vous devez faire vos investigations, voir qui est réellement cette personne. En fouillant un peu, vous connaîtrez et vous mettrez ça sur la place publique pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, pour que tout le monde puisse en bénéficier, on aura le temps vraiment de parler de cette problématique des femmes nommées au niveau des partis politiques. Aujourd'hui, on voulait parler de cette question d'actualité, l'état de siège. Plus d'une semaine déjà que cela a été décrété ici par le président de la République. Déjà, vous avez quelques nouvelles? Comment ça se passe? Ça et là, vous dites oui, ça va? Ça se passe, mais les gens se posent toujours beaucoup de questions. Il y a des gens qui se réjouissent de cela, mais il y a des gens qui sont encore très craintifs et se demandent qu'est-ce que ça va donner. Mais disons, moi, pour ma part, moi, j'applaudis ça. J'applaudis des deux mains. C'est pas un effet de com'. Non, la situation a trop duré dans l'est du pays. Donc, précisément, au nord Kivu, en Ituri, on a eu des morts, mais des morts atroces où on égorgeait les gens comme si on égorgeait une chèvre. On a eu ces images dans les réseaux sociaux où on pouvait à peine regarder. Et ça dure depuis des années. Ça dure depuis des années. Il était grand temps de mettre fin à cela. Comme on dit,
situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et c'est comme ça que le président a pris la décision de l'état de siège. Moi, je suis vraiment pour cet état de siège parce qu'il faut que nous prenions les choses à bras le corps et que notre population, nos frères et sœurs de l'Est puissent retrouver la paix. Est-ce qu'on peut arriver à une... on arrivera à quelque chose en un mois alors qu'on est pratiquement arrivé à rien pendant les 20 dernières années? Moi, je pense qu'un mois ne sera pas suffisant. On va poursuivre. Poursuivre jusqu'au quand, d'après vous? Moi, je pense... Jusqu'à ce qu'on éradique tous les groupes armés. On dit 150. Donc, c'est le Nord Kivu, l'Ituri, ils doivent demeurer, s'il le faut, comme ça, dans un état d'urgence? Oui. Non. L'état de siège. Oui. L'état de siège doivent demeurer ainsi. Mais la crainte que l'état de siège, c'est prononcé seulement, on a localisé seulement l'Ituri et le Nord Kivu. Moi, pour ma part, je crains que les groupes armés puissent se déployer dans les régions où il y avait un peu le calme. Par exemple, au sud, au Katanga, à la province orientale, ils peuvent fuir par là et aller mettre encore l'insécurité. Donc, c'est un travail de longue haleine qui ne sera pas du tout facile et que nous devons appuyer, donner du courage à nos groupes armés, à l'armée congolaise. En nous voyant l'appuyer, ça va lui donner du courage. J'applaudis beaucoup ce fait-là de porter les t-shirts pour montrer à l'armée que nous sommes avec elle de tout cœur, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout parce que un militaire reste un être humain, reste un chef de famille. Il a laissé sa famille, sa femme et ses enfants. Il ne faut pas qu'un jour il ait un coup de fil, oui, l'enfant a ceci, a cela, et qu'il n'y ait rien pour pouvoir parer à cette situation. Donc, il faut vraiment mettre financièrement les militaires à l'aise. Vraiment les mettre à l'aise pour qu'ils puissent nous libérer de ces groupes armés. Certains estiment qu'on ne s'attaque pas à la cause de cette insécurité récurrente dans la partie est du pays. On s'attaque aux conséquences, ce sont les groupes armés, mais apparemment la cause ou les causes restent entières. Vous partagez cet avis? Moi, je dirais il y a en fait là des groupes armés. Il faut d'abord les éradiquer. S'attaquer à la cause revient un peu à dire faire de la diplomatie. Nous l'avons fait, ça n'a rien donné. Ça n'a absolument rien donné. On est en train de nier, et c'est beaucoup de Français qui rentrent là, des tournures, à qui parlera le mieux. Moi, je trouve maintenant, il fallait au front s'attaquer à ces êtres humains qui sont en train de torturer, de tuer les autres êtres humains. Il faut s'attaquer à ces groupes armés d'abord. Quand on se sera attaqué à ces groupes armés, et bien sûr, chercher leur tête de file pour les coffrer. Et ils vont être jugés. Donc ça, je crois que ça va intimider plus. Ça va les intimider et ils vont comprendre que rien n'est plus comme avant. Il faut arrêter cette comédie-là. Donc l'option militaire est forcément la bonne option, la meilleure? Moi, je trouve que c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. On parle de groupes armés internes. On a entendu, par exemple, le président de l'Assemblée nationale demander à certains élus, certains notables du Nord Kivu, quitter les groupes armés. Bon, les gouverneurs de Kivu, les actuels gouverneurs militaires et de Kivu et de l'Ituri ont redit cela. Mais il n'y a pas que de groupes armés congolais. Il y en a ceux qui viennent de l'étranger. On en fait quoi? Comment on procède? C'est surtout ceux qui viennent de l'étranger. Mais on en fait quoi? On commence d'abord par éliminer ces groupes armés qui sont là sur place, qui travaillent pour eux, pour ces communautés internationales, pour ces pays limitrophes. On les élimine et une fois qu'on les élimine, on essaye d'identifier ceux qui sont
complices avec les Congolais, on va les coffrer, et ceux qu'on pourra coffrer de la communauté internationale, on va aussi les juger. Ça sera vraiment l'épreuve palpable que voilà, nous avons ça et ça et ça comme élément, nous avons découvert ceci et cela. En parlant de preuves palpables, il y a le rapport mapping, c'est un rapport pas du tout officiel, mais c'est un début d'éléments qui sont dedans, prouve à suffisance que il y a quand même les étrangers qui s'y donnent à cœur joie en Tout à fait, et surtout, comme l'a dit le président, ce rapport mapping n'a pas été fait par les Congolais. Et ça, on ne pourra pas dire encore que nous sommes en train de manipuler quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment s'appesantir, s'occuper de ce problème parce que, non, vraiment, ça a trop duré. On reparlera du rapport mapping avec les propos controversés quand même du président rwandais. Je rappelle juste aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent sur YouTube que nous recevons Anne-Marie Makombo, présidente interfédérale de la Ligue des démocrates congolais, l'IDEC. On revient sur l'état de siège, on se dit, mais la MONUSCO, dans tout ça, on en fait quoi? Parce que maintenant, là, c'est l'État congolais qui a décidé un peu de se prendre en charge, d'aller de l'avant. On fait quoi de la MONUSCO? Elle n'a qu'à repartir, vous pensez? Mais depuis toujours, l'État congolais devait se prendre en charge, ce que l'État congolais ne l'a vraiment pas fait. Et la MONUSCO est là pour appuyer l'État congolais. La MONUSCO n'est pas là pour se substituer à l'État congolais. Donc, nous devons être vraiment bien clairs là-dessus. Elle n'est pas là pour se substituer à l'État congolais. C'est l'État congolais qui doit prendre de l'avant et la MONUSCO viendra en appui. Mais vous avez une MONUSCO qui a plus de moyens que l'État congolais. Et à quoi il sert? Si certains estiment que la MONUSCO peut être là, on est en train de tuer les gens, les civils qu'elle est censée protéger, et qu'elle ne fait rien. Mais à quoi vous servez? Oui, là, effectivement, c'est quand même scandaleux. C'est non-assistance en personne en danger. Vous êtes là, vous voyez que on est en train de tuer des gens, vous dites non, ce n'est pas notre mission. On a une mission d'observation. Oui, voilà. Non, ils ont une mission aussi de maintien de la paix maintenant. Et de protection des civils. Oui, voilà. Donc, ils ont failli. Et ils ont vraiment failli. Et ils donnent leurs raisons, que j'avoue que moi, ça ne me convainc pas vraiment. Mais j'insiste, c'est notre pays. Nous avons une armée. Prenons les choses en main. C'est ce que nous sommes en train de faire. Prenons les choses en main. Certains redoutent un peu au niveau, c'est pas pour décourager l'armée à qui nous envoyons toujours toutes nos bonnes ondes et du courage, mais on dit l'armée congolaise est truffée des traîtres. On fait quoi? C'est la même armée qui doit aller démanteler alors qu'elle est elle-même, ou les mêmes éléments qui doivent aller au front alors qu'ils sont eux-mêmes accusés. On se dit comment? Effectivement, notre armée est truffée de traîtres. On a mis beaucoup des étrangers là-dedans. Et puis, il y a aussi des traîtres congolais. C'est triste à le dire, mais il y en a. Là, je fais confiance à notre président et à la politique de l'armée. C'est sûr qu'ils sont conscients de cela. Nous tous, nous en parlons. Donc, ils doivent être conscients de cela. Ils ont sûrement mis une politique en marche pour pouvoir faire le nettoyage. Et ce genre de nettoyage, on ne peut pas le mettre sur la place publique. Donc, je demanderai aux Congolais, nous devons faire confiance à notre président et voyons voir les résultats que ça va donner. Faire confiance au président de la République et ainsi qu'aux forces armées. Quelle attitude doit avoir le politique congolais? Est-ce qu'on doit dire ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'opposition? On doit tous acclamer, on doit tous faire... comment le politique normalement, dans un cas pareil où le pays est en guerre, entre guillemets, où le pays et la population congolaise est massacrée, je me serais attendu, j'aurais souhaité voir auprès de nos leaders politiques une certaine cohésion.
Parce que là, il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre population. Il s'agit pas des querelles de positionnement, des querelles stériles, là où on cherche à voir la faute chez l'autre pour essayer de se positionner parce qu'on ne voit dans sa tête que 2023 pour pouvoir gagner les élections. C'est triste à dire, mais c'est ça qui anime la majorité de nos leaders au Congo. C'est vraiment ça qui les anime, alors que nous sommes, le pays est vraiment en danger, le pays est vraiment, le peuple est meurtri, il faut que nous nous mettions ensemble. On voit ça dans d'autres pays, en ce moment-là, on oublie un peu nos querelles, on se met autour du président, on vient donner aussi nos inputs pour pouvoir voir dans quel sens on peut aller pour que nous puissions sortir de là au plus vite. Le problème, certains diront, le problème avec les politiques congolais, ils sont peut-être pas des opposants, ils sont carrément des adversaires, des ennemis, j'allais dire, des ennemis politiques, c'est-à-dire on peut pas se parler, on peut pas se regarder même pendant une période comme ça. Et c'est dû à quoi, d'après vous? C'est le mal de l'homme congolais, le mal du politique congolais? C'est le Congolais, le politique congolais ne voit que la politique par rapport à lui, ne voit pas, ce sont pas des hommes d'État. Ce sont pas des hommes d'État, ce sont des politiques qui veulent le pouvoir pour le pouvoir. Ils veulent seulement le pouvoir pour le pouvoir. Ils ne voient pas que là, je dois porter main forte pour mon pays, pour que nous puissions être sauvés. Non. Ils ne voient que la politique pour la politique. Je dois me positionner. Moi, en telle année, je dois être président, je dois être député, je dois être, etc., etc. Donc, on ne voit que les choses dans ce sens-là. On ne voit pas la souffrance. Et il pousse même comment je pourrais qualifier ça? Moi, ça me donne la chair de poule, ça. Ça les réjouit même, parfois, certains échecs de ce genre-là. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'état de siège, il y aurait des échecs. Ça va les réjouir, parce qu'ils ne voient que 2023 pointe à l'horizon. Ah, comme ça sera moi qui vais passer. Donc, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est pas encore acté, mais il y a certains qui proposent qu'il y ait des missions conjointes avec les forces armées d'autres pays limitrophes. Est-ce que ce serait une bonne chose qu'il y ait des missions conjointes avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, un peu toute la communauté, toute l'Afrique, hein? On parle de Kenya. Moi, personnellement, s'il y a certains pays, je verrais ça. Non, je ne serais pas du tout d'accord. D'autres pays, oui. Quel est le pays que vous voudrez, contrairement aux autres? Par exemple, je dirais le Kenya. Pourquoi pas le Kenya? Venir nous porter main forte. Pourquoi pas? D'autres pays même qui ne sont pas limitrophes, mais d'autres pays africains peuvent venir nous porter main forte. Mais les pays qui ont été impliqués dans ces massacres, qui ont été impliqués dans ces guerres, qui ont été impliqués dans le vol de nos ressources. Non, moi je ne vois pas comment est-ce que on peut encore faire appel à eux pour venir nous porter main forte. Parce que non, cette situation de désordre, de désolation qu'il y a à l'Est les arrange. Et c'est eux d'ailleurs qui alimentent ça. C'est eux qui alimentent ça en parlant de ces pays limitrophes, des pays voisins. On parle de propos controversés, des Kagame, des propos qui ont suscité des l'émoi auprès de plus d'un au niveau de la République démocratique du Congo. Comment vous avez apprécié ces propos-là qui pratiquement niaient certains faits? On parle des faits. Ouais. Qui sont déroulés ici en République démocratique du Congo et tout en remettant en cause même notre fierté nationale, comme le dit le président de la République, Denis Mukwege. Oui, des faits qui se sont passés et qui se passent toujours dans notre pays, les massacres, on a eu à peu près une histoire de plus de 6 millions de morts. C'est vraiment un génocide qui s'est passé dans notre pays et que le monde entier reconnaît. Et entendre ça de la bouche de Kagame qui nie cela, bon, je dirais que c'est pitoyable.
Kagame est aux abois. Kagame ne sait plus à quel sens se vouer. Il sent que son beefsteak va lui être arraché et il raconte maintenant n'importe quoi. Cela m'étonne beaucoup, quand bien même Kagame a fait des atrocités dans notre pays. Je me disais c'était un homme quand même qui était d'une certaine intelligence, mais là j'avoue il m'a beaucoup déçu pour voir sortir ça, et par là je me dis c'est un homme qui est aux abois, qui ne sait plus à quel sens se vouer. Il a cherché à provoquer les Congolais, à provoquer notre président pour que le président puisse réagir dans son sens aussi, commencer à taper de poing sur la table. Moi, j'ai beaucoup admiré la maîtrise. C'était le bon ton du président de la République et qui s'est exprimé sur votre radio Top Congo. Voilà. Le bon ton, la bonne attitude. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cela. Et c'est sûr que ça a dérouté Kagame, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais c'est quand même, certains diront si il ne s'attendait pas à ça. On est un peu trop faible, trop large envers Kagame. Le peuple congolais s'attendait d'une réaction plus musclée, d'une réaction très vive. Parce que ce n'est pas la première fois, si ce n'est pas le président, c'est l'ambassadeur. Oui, c'est l'ambassadeur. Les gens se disaient, mais à un certain moment, il y en a marre. Oui, tout à fait. Mais je me dis, pour ce cas-là, comme nous sommes déjà en état de siège, nous avons déjà mis toutes les dispositions pour essayer de se libérer de cette situation-là. Je trouve qu'il était inopportun de commencer à hausser le ton. Nous haussons pas le ton, nous agissons. En ce moment, nous sommes en train d'agir. Le président de la République a pris la décision d'agir. Et Kagame va voir comment nous allons agir. Et je vois qu'il le sent déjà. Et c'est pour ça qu'il est aux abois. Et il est aux abois, d'après vous, pourquoi? Il est en train de perdre le leadership au niveau de la sous-région. Oui, son beefsteak, moi je parle vraiment de son beefsteak de la sous-région, parce que il est là chez lui, dans son pays, en train d'exporter nos minéraux, comme si dans son sous-sol il avait ces minéraux, il ne les a pas et il est en train de les exporter. Donc cette situation qu'il a créée en RDC l'arrange et il veut que ça perdure. Et il sent que maintenant, ça va s'arrêter. Est-ce que, et c'est pas aussi parce qu'il est en train, là je parle de Kagame, il se rend compte que, voilà, il est plus ce gros chouchou de la communauté internationale, mais maintenant là, la RDC est en train de revenir un peu. La roue tourne. Et c'est comme ça avec la communauté internationale. Pendant un certain temps, vous êtes dans leur bonne grâce. Et après, quand il vous lâche, hein, il vous a bien pressé, comme on presse un citron, une orange. Quand il n'y a plus de jus, bon, qu'est-ce qu'on fait? On jette ça dans la poubelle. Alors là, ça doit attirer l'attention de tous les Africains. De tous les Africains, ça doit nous attirer l'attention. Éviter, par exemple, de participer aux gens sommets France-Afrique. Est-ce qu'on doit continuer à participer? De fois, on se dit, nos dirigeants, ils vont participer. Après, effectivement, quand vous voyez France-Afrique, c'est plutôt la France qui a besoin de nous. La France, sans l'Afrique, la France est un pays qui sera foutu, qui aura beaucoup de difficultés. Mais ça ressemble aussi plus au fait, c'est comme si les pays africains, on faisait la manche, en fait, auprès de ce pays-là. De plus en plus, on commence à se ressaisir. Et ceux qui se ressaisissent vraiment d'une façon vraiment franche, au grand jour, on a vu, on s'arrange toujours à les éliminer. Hélas. C'est ça, le sort. Non, le sort, c'est être défaitiste. Je dirais pas le sort. Je dirais plutôt, c'est ce que nous vivons et bientôt, c'est ce que nous ne vivrons plus. Petit à petit, moi, je suis persuadée d'une chose. L'Afrique prendra le dessus dans le monde bientôt, très bientôt. Et pas en partant de la RDC. On a toujours dit ça. Ça va venir. On fait qu'est-ce qu'on fait, on se rentre dedans tout le temps. On veut bien croire en notre pays, mais bon, certains moments, on veut que ça aille un peu plus vite. Oui, c'est bon, on aimerait que ça aille un petit peu plus vite, mais n'oubliez pas, pendant longtemps, nous avons été dirigés presque 20 ans par quelqu'un, un président
sa nationalité était très contestée. Ça, c'est un secret pour personne. À tort aussi, quand même, parce que les faits ont contredit cela, quand même. Je ne dirais pas à tort. Je dirais que ça reste un point d'interrogation. Donc, vous êtes convaincu que l'ancien président, il n'était pas tout à fait congolais? Oui, je dirais que j'ai beaucoup de points d'interrogation dans ma tête. Parce que si on est congolais, on ne peut pas, si on est 100% congolais, on ne peut pas signer, brader les richesses de notre pays comme nous les avons bradées. On ne peut pas, cette guerre est là, à l'Est, depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on a réellement fait pour arrêter cela? C'est pas les Congolais. On va pas dire que les Congolais l'armée congolaise n'existe pas. L'armée congolaise est là, est capable de faire des exploits. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas arrêté cela. Il y a beaucoup de questions que je me pose. Je me pose vraiment. Je me dis, peut-être ce qu'on disait, peut-être c'était vrai. Bon, je ne sais pas. En tout cas, l'actuel l'appelait frère. L'actuel président a appelé l'ancien mon frère. Donc, on suppose qu'il était peut-être mieux informé sur sa nationalité. Bon, il a appelé aussi. Vous pensez qu'on doit continuer à appeler le président Kagame frère aussi? Tout le monde est frère sur cette terre, finalement. Ça ne me choque pas qu'on appelle quelqu'un frère. Moi-même, un blanc de peau blanche, je l'appellerais mon frère. Ça, c'est un terme qui ne me choque pas du tout. Parce qu'après tout, nous sommes des frères. Nous ne combattons pour rien dans ce monde. On s'est mis des limites nous-mêmes. Moi, je suis de tel coin, moi, je suis de tel coin. Donc, comme je suis de tel coin, je veux sauvegarder ce coin. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. C'est ainsi. Et là, vous avez abordé la problématique de la nationalité, un peu douteuse. Vous vous posez des questions sur la nationalité de l'ancien président. La question refait surface. Certaines voix se lèvent pour demander à ce qui puisse être mentionné dans la prochaine loi électorale que le président ou un candidat président doit être de père et de mère. Ayant la nationalité congolaise. Vous êtes de cet avis? Moi, je parle de ce problème depuis très longtemps parce que tout simplement, je vis cela. J'ai un fils, mon fils aîné, il est camerounais. Son père est camerounais. Je l'ai élevé ici au Congo. Je n'ai pas élevé avec son père parce que j'ai contracté un mariage avec un Congolais. Donc, c'est un papa congolais qui l'a élevé. Mais à ma grande surprise, quand il y avait des matchs internationaux, le Congo, à l'époque c'était le Zaïre, contre le Cameroun. Tous les enfants étaient là au salon, en train de suivre le match. Qui défendait le Cameroun? C'était mon fils, qui défendait le Cameroun. Sérieux? Je suis très sérieuse. Et ça m'a interpellée à l'époque. J'ai dit, un enfant qui a été élevé par une maman congolaise, que je suis, de père et de mère, qui a grandi au Congo, auprès d'un papa congolais, qui a étudié au Congo. Maintenant, il y a un match qui est en train de se disputer entre le Congo se dispute la coupe avec le Cameroun, il soutient le Cameroun. Et aujourd'hui, mon fils est aux États-Unis. Quand je vais le voir, à ma grande surprise, tous ses amis sont des Camerounais. La majorité sont des Camerounais. Je n'ai rien contre. Je me dis, il est majeur, il fait sa vie. Et j'adore mon fils. Non, là, vraiment, je suis très sincère. Je ne suis pas déçue. Parce que je me dis, c'est pas parce qu'on a mis un enfant au monde qu'il faut contrôler, diriger, téléguider sa vie. Non. On lui donne ce que nous devons lui donner. Ce que la loi d'ailleurs vous oblige vous-même, l'amour que Dieu a mis en nous pour donner à nos enfants, mais une fois qu'ils sont grands, il faut les laisser faire leur vie. Il est épanoui ainsi, bravo, je suis d'accord. Mais, et à l'époque je le disais et les gens s'étonnaient, je disais,
Et on parlait même pas, on n'avait jamais eu les problèmes de nationalité. Je disais que si aujourd'hui mon fils se présente au Congo, il est candidat à la présidence de la République, c'est moi, sa mère, qui sera la première à le combattre. Je le disais à l'époque. Et les gens s'étonnaient que je puisse tenir de tels propos. Bah oui, ça m'étonne aussi. Ils sont pas les seuls. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous serez président de la République. Quand vous vous retrouverez en conflit face au Cameroun un jour, vous allez choisir quel camp? Votre pays ou le Cameroun? Soyons sérieux. C'est pour ça, le problème de nationalité, je dirais, ça dépend de l'histoire de chaque pays. Okay. Ça dépend de l'histoire de chaque pays. On ne peut pas dire, ah non, on va copier ce qui se passe aux États-Unis ou bien copier ce qui se passe en France. Par exemple, aux États-Unis, ce qui m'a frappé, on peut être né de père et de mère américains, mais si on est né à l'étranger avec père et mère américains, vous ne pouvez pas prétendre un jour postuler à la magistrature suprême. Donc la loi, cette proposition, si elle est transformée en loi, une proposition de loi, mérite d'être examinée. Tout à fait. Nous devons nous mettre sur table, examiner, que chacun donne ses points de vue et voir quelle est la meilleure solution que nous allons prendre pour notre pays. Parce que c'est un Congolais, Tchani, qui a soulevé ce problème. Noël Tchani, oui, qui est aussi, il était aussi candidat, alors qu'il était, on sait que selon certains, il était de nationalité américaine. Bon, ça, je ne sais pas encore. Oui, voilà. Mais je dis que c'est un problème qu'il faut poser ce problème avec toutes les cas, tous les cas. On ne peut pas copier d'emblée ce qui se passe ailleurs. Et il faut tenir compte de notre histoire, des problèmes que nous avons avec nos voisins. Tout ça doit être mis sur table. Est-ce que vous pensez que c'est seulement pas certaines personnes estiment que c'est juste pour éliminer un candidat, un potentiel candidat qu'on est en train de brandir Ce qui me désole souvent au Congo, c'est que quand il y a un problème qui se pose sur un candidat, si ce candidat-là est votre leader, il est de votre camp, le problème posé peut être vrai, mais vous allez balayer ça d'un revers de la main et tout de suite, oui, c'est pour l'éliminer. Voilà. C'est vrai. La suite est simple en politique. Oui, parfois c'est vrai, c'est pour l'éliminer. Ok, vous posez la première question, c'est pour l'éliminer. Ok, d'accord, on veut l'éliminer. Deuxième question, ce qu'on a avancé pour l'éliminer, c'est vrai ou faux? Analysez ça. Nous avons eu l'affaire de Strauss-Kahn en France. On a voulu réellement l'éliminer à la cause de la présidentielle. Voulons-on l'éliminer? Oui, on voulait l'éliminer. Ce qu'on a avancé pour l'éliminer était vrai ou faux? C'était vrai. Et il a été éliminé. Pourquoi nous n'allons pas avec nos questions jusqu'au bout? Nous nous arrêtons seulement à la première question. On veut l'éliminer, on veut l'éliminer. Et tout le monde se met en émoi. On veut l'éliminer, on veut l'éliminer. Mais non, on veut l'éliminer. Oui, d'accord, c'est vrai. C'est de bonne guerre. En politique, même la réflexion. C'est de bonne guerre en politique. Et maintenant, ce qu'on a avancé pour l'éliminer, c'est vrai ou faux? Voilà la question. Voilà la vraie question. Donc la question, je repose, la problématique de la nationalité de père et de mère pour accéder à la plus haute fonction au pays doit être sérieusement examinée pour donner. Ça doit être examiné. Il ne faut pas prendre ça à la légère. En tenant compte, j'insiste, de notre histoire. On ne va pas copier ce qui se fait ailleurs. Nous allons tenir compte de notre histoire pour prendre des décisions. Merci beaucoup. C'était la question. On va très bientôt terminer cette émission. Je rappelle que nous recevons Anne-Marie Makombo, présidente interfédérale de la Ligue des démocrates congolais. L'idée que, merci d'avoir été de nôtres. Vous êtes également membre de REFAMP. Oui, le réseau des femmes ministres et parlementaires de l'Afrique centrale. On entend très peu parler de vous. Je suis... parler de moi, de REFAMP. C'est vrai, on avait connu un moment un peu où on était un peu en léthargie, mais on se remet en selle et vous allez entendre parler de nous. On espère quand même, on dit les ONG, les structures, est-ce que ça plombe pas un peu l'action de la femme,
les ONG, les associations, les mouvements associatifs. Oui, on a tendance à se conforter un peu là-dedans quand on est... un peu votre zone de confort. Oui, voilà, c'est vrai. Et on oublie l'essentiel parfois. Comme je reviens toujours, il faut aller vers les médias. Il faut qu'on nous entende. Qu'est-ce que nous pensons? Tel problème, comment nous analysons le problème. Il faut qu'on entende de plus en plus les femmes. Moi, j'ai été très contente de vous entendre. Merci et beaucoup. d'entendre vos réflexions. J'espère que les auditeurs, les téléspectateurs l'ont été également. Ils nous le feront parvenir. On vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de Top Congo. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité. C'était un plaisir. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous présenter, de vous retrouver encore dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Le Débat au féminin. On se dit au revoir, à très très bientôt. J'espère que le samedi prochain, on recevra une dame du DPS et une dame de décider pour continuer toujours à parler de cette actualité dominante de l'or ici en République démocratique du Congo. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la meilleure de radio. On se dit au revoir et à très très bientôt. Être né de père et de mère congolais avant de prétendre abriguer la magistrature suprême, cette proposition mérite-t-elle d'être examinée au niveau du Parlement? Évaluation de l'état de siège. L'option militaire est-elle la seule à même de résoudre la problématique de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Anne-Marie Makombo, présidente interfédérale de la LIDEC.